Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Comment s'affranchir de nos servitudes volontaires et recommencer à penser par nous-mêmes? Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik met en garde contre ces mangeurs de vent qui nous imposent leur voix, leur autorité, rejettent le doute et ne font pas dans la nuance. À écouter dès 12h55 dans la grande table des idées. Mais d'abord, Antoni Gaudi, superstar, à l'occasion de l'exposition que le musée d'Orsay à Paris consacre à l'architecte moderniste catalan. Retour sur l'œuvre du concepteur de la Sagrada Familia de Barcelone avec nos deux invités. Élise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d'art décoratif au musée d'Orsay, et le plasticien Jean-Michel Ottoniel, qu'on a plaisir à retrouver et qui lui-même en préparation d'une exposition, Le rêve de l'eau, qui débutera le 15 mai au Palais idéal du Facteur Cheval. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert. L'architecture du futur ne pourra être que comestible et poilue. Alors à ce propos, au propos du mot comestible, j'expliquais que c'était vraiment l'architecture du génial architecte catalan, ce dernier grand architecte, Antonio Gaudí, lequel il avait créé des structures tout à fait visqueuses et comestibles, aussi comestibles que le foie de veau, que les nouilles. Un beau portrait de Antoni Gaudi par Salvador Dali. Comestible, c'est peut-être une des qualités de l'architecture ou de l'art façon Gaudi. C'est un artiste déroutant. Bonjour Élise Dubreuil. Bonjour. Tel que vous le présentez dans cette exposition, en quoi ? Alors effectivement, on a souhaité montrer Gaudi, qui est peut-être un des noms d'architectes historiques les plus connus à travers le monde, d'une manière un petit peu différente de celle probablement qu'on a spontanément à l'esprit. On voulait montrer déjà tout Gaudi, c'est-à-dire Gaudi du début à la fin, avec ce projet incroyable de la Sagrada Familia qui court des premières années de sa carrière aux dernières années de sa carrière, mais aussi tout ce qu'il a fait à côté, les maisons pour les grandes familles bourgeoises de Barcelone, ses interventions dans la ville, parcs, mobilier urbain, et surtout faire découvrir à nos visiteurs l'intérieur de ces maisons et les spectaculaires pièces de mobilier que Gaudi dessinait d'un geste continu avec son architecture, ne faisant probablement pas grande distinction entre l'enveloppe et son contenu. Entre l'architecture et l'architecture ou la décoration d'intérieur. Jean-Michel Ottoniel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui, en lui? Est-ce que c'est aussi ce grain de folie qu'on retrouve chez un Dali? Est-ce qu'ils avaient ça? Est-ce qu'ils partageaient cela tous les deux? Ce qui me plaît, c'est surtout le fait qu'il soit singulier, qu'il soit tellement différent des autres dans le monde, et surtout à cette période-là. Et une période déjà très libre en architecture, mais lui est vraiment totalement fou. Peut-être là, il rejoint Dali, c'est sûr. Oui. Ouais. Qu'est-ce que le modernisme catalan? Quelle branche de l'art nouveau européen? En quoi, pour Gaudi, c'est son courant? Parce qu'on le rattache à cela en général, Élise Dubreuil. Alors, par sa chronologie, effectivement, Gaudi appartient tout à fait à cette génération du modernisme catalan, qui est la version catalane de l'Art Nouveau, mouvement plus large qui s'épanouit dans toute l'Europe. Il se trouve que c'est à la fois un moment où, de manière générale en Europe, on réfléchit à ce que va être l'architecture moderne, c'est-à-dire le lieu où va s'incarner le mode de vie de l'homme du XXe siècle qui arrive. Donc dans les années 1890, notamment dans les villes, on a tout ce chapelet de grandes villes, Paris, Bruxelles, Glasgow, Vienne, où des architectes vont s'emparer de ce sujet et essayer de renouveler les formes de l'architecture et du décor intérieur. À Barcelone, il y a en plus un mouvement d'expansion urbaine extrêmement intense, avec les murailles de la vieille ville médiévale ont été abattues au milieu du 19e siècle et lentement, mais quand même de manière assez continue, se met en place un plan d'urbanisation de la ville qui part de la vieille ville médiévale et qui remonte vers les montagnes. Donc il y a un territoire, pas tout à fait vierge, mais quand même relativement étendu, à conquérir pour les architectes. Et une nouvelle génération d'architectes va pouvoir
appliquer ces recherches formelles, dont ils ont certainement débattu dans la toute jeune école d'architecture de Barcelone, sur ce territoire. Voilà, et Gaudi, c'est un inventeur de formes nouvelles, mais en même temps, pour y parvenir, il connaît ses classiques. Il est passé par l'école d'archi, il a été très influencé par son professeur, l'architecte Joan Martorell. Quel vocabulaire à la fois architectural et surtout ornemental va-t-il inventer réellement, Jean-Michel Othoniel ? Je pense que c'est quelqu'un qui est totalement dans son époque. Il regarde beaucoup la photographie, il regarde beaucoup qui sont des médiums nouveaux pour l'époque. Et ça m'a beaucoup plu dans l'exposition, que je trouve par ailleurs formidable, qui est vraiment pleine de découvertes. Moi, je connais bien cet architecte et j'ai découvert plein de choses. Mais quoi, par exemple, justement ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Ses premiers dessins, par exemple, où il s'inspire de toute une culture folklorique, des sortes de chars, de parades incroyables. Son rapport au corps, qui est proche de celui de Rodin, qui est aussi tellement libre pour l'époque. C'est un artiste libre, mais surtout un artiste qui sait s'entourer. Il y a plein de gens autour de lui. C'est une petite factory à l'époque. Et je trouve que ça, en ce sens-là, il nous parle aujourd'hui. C'est vraiment cette idée de l'art total où on peut faire aussi bien une poignée de porte qu'une cathédrale. Qu'est-ce qui était vraiment en rupture par rapport à son temps aussi, quand il commence à dessiner ses premiers plans avec cette bande de camarades de l'école d'archi autour de cette figure qu'est Joan Martorell. Qu'est-ce qu'ils vont inventer ? On parle toujours des courbes chez Gaudi plutôt que la ligne droite, de la symétrie, des motifs aussi qu'il va renouveler, végétaux, animaliers, s'inspirer aussi de tout ce qu'il voit autour de lui. Quelle rupture va-t-il créer aussi avec son architecture et ses dessins, Élise Dubreuil ? Oui, là où Gaudi est profondément libre dans son acte de création. Ça, c'est vraiment une constante qui s'exprime probablement dès ses premières années. Et il va s'exprimer à la fois sur le plan structurel de l'architecture dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire cette question notamment de la voûte, comment monter haut, faire en sorte qu'un édifice tienne. Et pour ça, il va se livrer à des recherches qui sont aussi des recherches de géométrie et de mathématiques appliquées assez poussées, pour lesquelles il va développer des techniques justement sans tracé de plan. Parce qu'il est plus dans la maquette que dans le plan, plus dans la 3 dimensions que dans la 2 dimensions. Et développer la fameuse maquette polyphoniculaire qui marque beaucoup parce que c'est une maquette suspendue au plafond, ce qui évidemment est assez atypique et qui permet de calculer le report des charges à l'envers, par la suspension et non pas par l'accumulation en hauteur. C'est un des exemples marquants des méthodologies qu'il développe et il va inlassablement, parce qu'il rebat ces cartes-là tout au long de sa carrière et perfectionne ces systèmes, essayer d'avancer vers ce voûtement parfait qui va lui permettre de monter très haut et par rapport à son terrain intellectuel, à son bagage, on dirait, culturel initial, qui est aussi le rapport au gothique. Il va se donner pour une sorte de mission auto-attribuée de perfectionner le gothique, puisqu'il considère que le système gothique, qui donc nécessite des contreforts qui viennent tenir l'édifice, est imparfait, qu'on doit pouvoir se passer de ces contreforts en calculant autrement le voûtement. Donc ça, c'est une solution formelle sur laquelle il avance et qu'il va expérimenter, certes à la Sagrada Familia, mais aussi dans différents édifices, notamment la crypte Güell, l'église qu'il dessine pour la colonie industrielle de son grand mécène Eusèbe Güell, mais aussi dans les parties hautes de ces édifices civils, notamment la Casa Mila. Peut-être juste sur cette relation, puisque vous venez de l'évoquer avec Güell, qui était un riche industriel, il était aussi son client, mais il y avait une complicité réellement artistique, intellectuelle entre le mécène et l'architecte, une fierté régionaliste peut-être aussi qu'ils partageaient en commun. Il va faire un bon nombre de réalisations pour lui. Oui, il travaille de manière assez importante pour Güell. Il y a une relation d'amitié qui se pose. Effectivement, ils se rencontrent autour d'un certain nombre de points communs. Leur amour de leur région, qu'est la Catalogne. Leur intérêt pour les arts, c'est-à-dire également la littérature, la scène musicale contemporaine. Ils partagent des points communs autour de ces questions-là. Et Güell va faire confiance à Gaudi pour réaliser plusieurs édifices, première réalisation sur des propriétés que Güell possède un petit peu en dehors du centre-ville de Barcelone. Le palais Güell,
à la fin des années 1880 dans la vieille ville de Barcelone, qui est une sorte quand même de manifeste à la fois de la présence de la famille Güell dans la ville de Barcelone et d'un Gaudi qui arrive à la maturité, qui propose un édifice assez spectaculaire, tout à fait atypique, pour manifester la puissance aussi de son ami et mécène. Et puis le fameux parc Güell, réalisation un peu plus tard dans le XXe siècle, je dirais presque co-pensé par Güell et Gaudi, qui imagine une formule qui est de prendre ce site qu'on appelle la montagne pelée, donc voilà, qui ne fait pas forcément rêver, et de proposer un parc avec un K, c'est-à-dire une formule un peu à l'anglaise, de lieux complètement fabriqués. On va implanter une végétation, Gaudi fabrique un relief additionnel à cette montagne où circule de l'eau, et le projet c'était de proposer à la construction toute une série de villas pour des membres de la bourgeoisie barcelonaise qui auraient eu cette maison des champs magiques à quelques kilomètres du centre de la ville de Barcelone. Le projet n'a pas connu vraiment le succès escompté, puisque seules 2 villas ont été construites, l'une étant occupée par Gaudi lui-même, mais il reste le parc, avec un certain nombre d'infrastructures, ce qu'on appelle la grande salle hypostyle, avec ses colonnes assez impressionnantes, qui devaient servir à la fois de lieux de spectacle, justement de vie culturelle, mais aussi de places de marché. Et puis ce banc très spectaculaire, évidemment célébrissime, quand on pense à Barcelone, c'est presque une des premières images qui vient à l'esprit, puisqu'il surplombe le parc et la ville et la Méditerranée en toile de fond. Est-ce que vous vous êtes assis sur ce banc, Jean-Michel Le Toniel ? Oui, j'ai eu la chance de retourner à Barcelone cet été en plein confinement, et donc il n'y avait personne. Et donc se promener seul dans ces architectures qui sont normalement blindées de monde, c'était vraiment un luxe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette restauration qu'a menée la ville de Barcelone. Ils ont fait un travail formidable sur la restauration des maisons, sur tout un travail aussi d'explication des travaux en utilisant les combles des maisons. Et ça a été un vrai choc, parce que j'avais vu Barcelone plusieurs fois, notamment très jeune quand j'ai allé en Espagne, mais le revoir comme ça, faire quelque chose de didactique, d'intéressant, de joyeux, qui correspond vraiment à l'esprit de Gaudi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail formidable qui avait été fait par... Quelle est sa réalisation qui vous intéresse le plus, qui vous a le plus fasciné ? Ça a peut-être évolué d'ailleurs avec le temps, mais... Oui, ce que j'aime, moi, c'est un peu les choses... qui sont à la limite de son architecture, quand il fait par exemple des sortes de baldaquins ou de palanquins au-dessus des hôtels, quand il fait des pavillons pour la musique avec des fleurs comme ça qui sortent de ce pavillon. Des choses comme ça tellement libres, et on ne sait vraiment, moi je ne sais pas d'où ça vient, il y a une telle liberté. Et j'aime beaucoup aussi son idée d'accumulation sur la façade notamment de Sagrada Familia, où il y a cette accumulation d'objets, de matériaux, d'histoires, d'animaux, où ça devient presque païen. Voilà, le lien a été fait dans le livre d'ailleurs. Moi, je fais vraiment la promo de l'expo parce que j'ai adoré l'expo, j'ai adoré le livre. Merci. Et dans le livre, le catalogue de l'exposition, oui, qui est formidable. Il y a justement tout ce rapport à Rodin avec la porte de l'enfer. Il y a vraiment des liens qui nous parlent vraiment contemporains. Il n'est pas seulement un artiste enclavé dans cette identité catalane, souvent ce qui lui a été reproché. Et je trouve qu'il a un univers qui parle vraiment à tout le monde. Quand vous parlez de sa liberté, c'est un mot qui revient beaucoup depuis le début de cet entretien sur Gaudi. Et je vous rappelle qu'on parle de cet architecte moderniste catalan à l'occasion de l'exposition que le musée d'Orsay à Paris lui consacre et qui ouvre ses portes cette semaine. Quand vous parlez de sa liberté, où est-ce qu'elle se niche ? Ce sont des codes, des conventions qu'il a su s'affranchir, aussi parfois peut-être du bon goût du moment, de l'époque. Alors moi, en tant qu'artiste, je trouve sa liberté déjà formelle, c'est-à-dire que quand il prend une photographie de la Sagrada Familia, qu'il la retouche pour en construire un nouveau projet et qui se sert de ses moyens contemporains pour en faire des choses, il y a une vraie liberté formelle qu'on retrouve d'ailleurs chez Rodin, quand Rodin retouche les images pour faire des sculptures. Et ça c'était complètement dingue pour l'époque d'utiliser cette chose un peu sacrée qui était la photographie 19e pour
l'a transcendé, l'a graffité, on dirait aujourd'hui, pour en faire des œuvres nouvelles et se projeter là-dedans. Et puis je crois aussi qu'il a une grande liberté dans le fait qu'il s'affranchit de cette bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il crée un univers et les bourgeois le suivent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'inverse. Il n'est pas à la botte de Gouey. Il l'emmène dans un univers et Gouey le suit. Donc c'est le rêve de tout artiste d'avoir un mécène comme ça qui vous suit dans vos folies. Et lui, il a trouvé son mécène. Et ensemble, ils font des choses tellement libres. Tellement libres. Élise Dubreuil. Oui, c'est vrai que Gaudi est libre parce que manifestement, il a la vision de ce qu'il veut faire et il ne se laisse pas arrêter ni par les méthodes de travail telles qu'il les a appris, effectivement. Il va trouver ce qui va venir nourrir et incarner sa vision. Il fait en ce sens pleinement l'acte de création le plus pur et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une résonance contemporaine qui peut être assez forte. Élise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d'art décoratif au musée d'Orsay, commissaire de cette exposition Gaudi au musée, donc à voir, accompagnée aujourd'hui de l'artiste plasticien Jean-Michel Ottoniel. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Quel est le plus grand monument français que vous connaissiez? Le plus grand monument français, c'est l'architecture du grand catalan, Antonio Gaudí, qui est un génie et que grâce au cartésianisme français, il a tué ce cartésianisme d'un seul coup de poignard espagnol. La question de Yves Morosi à Salvador Dali sur l'architecture française et la réponse comme une balle revient à l'envoyeur avec ce Gaudi mis à l'honneur par Dali. Il y a vraiment des ressemblances, Jean-Michel Ottoniel, entre le palais du facteur Ferdinand Cheval, chef-d'œuvre d'architecture naïve, construit de 1879 à 1912, dans lequel vous êtes en train de travailler vous-même, réfléchir à une exposition qui débutera le 15 mai, Le rêve de l'eau. Il a travaillé, le facteur Cheval, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Il a lui-même écrit sa légende sur les murs de ce lieu. Est-ce qu'ils ont pu s'inspirer l'un l'autre, Gaudi et le facteur Cheval? On en rêverait, mais je pense que... Alors, c'est vrai que le facteur Cheval a été un des premiers à mettre en scène son œuvre, à la photographier, à la faire visiter, puisqu'il avait une petite guérite à l'entrée et il faisait payer des billets pour visiter son palais. Et de ces photographies, il a fait des cartes postales. Et ces cartes postales ont été largement diffusées comme étant une bizarrerie à Haute-Rive. Donc on peut imaginer qu'une carte postale arrive à Barcelone. Mais je pense que ce qui les lie, c'est ce regard sur le 19e et ses découvertes des pays étrangers, ces grandes expositions universelles, ces grandes revues comme l'Illustration ou ce genre de revues qui ont beaucoup inspiré les artistes à l'époque. Et le facteur, lui, diffusant son courrier, voyait ces revues et il s'est inspiré beaucoup, notamment des architectures africaines, des architectures de terre et Gaudi aussi. Donc là, il y a un lien qui passe à travers, je dirais, l'image et cette idée de l'exotisme. Alors justement, sur les influences visuelles de Gaudi, vous l'évoquiez, le facteur voyageait lui à travers ces cartes postales qu'il distribuait, Gaudi à travers les livres. On va écouter les mots de Juan José La Huerta, directeur de la chaire Gaudi de l'École technique supérieure d'architecture de Barcelone et commissaire général de la chaire Gaudi. Gaudi n'est pas un génie qui n'a rien vu, pour qui tout est venu de sa propre inspiration et d'une table rase. Bien au contraire. Gaudi a une grande culture visuelle, essentiellement à travers les livres et les photographies de la bibliothèque de l'école. La vérité,
est que Gaudí est un personnage qui a très peu voyagé. Il n'était pas très motivé pour aller voir les monuments directement. En ce sens, je pense qu'il est particulièrement moderne, parce qu'il s'intéresse à la connaissance de l'architecture du monde entier, mais à travers les images. Pyramides d'Égypte, architecture indienne, japonaise, chinoise, ce sont les images que Gaudí pouvait consulter à l'école. Et tout cela, lui, il les voit sans se dire qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de distance entre les deux images, des cultures complètement différentes, des époques complètement différentes. Et de cette façon, les images s'accumulent jusqu'à ce qu'émerge finalement une architecture originale. Le collage est la technique fondamentale de l'architecture de Gaudí. Extrait du documentaire Sagrada Familia, le défi de Gaudí, qui sera diffusé samedi 16 avril sur Arte à 20h50 et qui est déjà en ligne sur le site arte.tv. Élise Dubreuil, le collage, c'est sa marque de fabrique, sa spécialité. On l'entend à travers ce témoignage. Et ce que disait à l'instant aussi Jean-Michel Othoniel, on sent, on imagine Gaudí accumulant toutes ces strates d'images dans sa tête, mais ne reproduisant jamais telles quelles les choses, en réinterprétant toutes ces images pour les symboliser. Absolument, il y a cet effet d'accumulation et on a travaillé avec Juan Rosé pour l'exposition, donc on reprend tout à fait à notre compte cette question du collage, du fait de voir par l'image, donc sur un même plan, des choses parfois très très différentes qui arrivent par l'image, alors par les revues, par les cartes postales peut-être, par l'exposition universelle de 88 à Barcelone, où là Gaudí a pu voir directement, mais dont il a aussi consulté beaucoup de gravures, beaucoup de photographies. Et cette chose sédimente d'un certain point de vue dans l'esprit de Gaudí et va le nourrir. Mais pas le nourrir pour faire pareil, parce que Gaudí ne fait jamais pareil. Le nourrir pour inventer de nouvelles formes, pour aller plus loin et pour incarner ses idées. Alors, il était un admirateur aussi, à travers ses ouvrages, de Viollet-le-Duc. Ça a été dit, et votre exposition le montre. Il faut quand même qu'on parle maintenant de la Sagrada Familia, puisque c'est aussi une de ses œuvres, une de ses réalisations les plus importantes, mais c'est aussi le plus long chantier de la capitale catalane, depuis 150 ans qu'a commencé sa construction en 1883. La Sagrada Familia de Barcelone n'est toujours pas achevée, ce qui est presque unique au monde. C'est son grand œuvre, son rêve conducteur, celui de toute sa vie, construire cette grande église. On a évoqué un peu ses sources d'inspiration. On peut peut-être souligner la démarche presque obsessionnelle de Gaudí sur cette Sagrada Familia, un peu comme le facteur cheval. Elle va occuper toute la fin de sa vie, il va s'enfermer dans son atelier, sa grotte pour concevoir cette cathédrale des pauvres. On n'a pas parlé de son catholicisme aussi à Gaudí, qui se retrouve dans les façades de la Sagrada Familia. Effectivement, la Sagrada Familia, c'est peut-être l'œuvre par excellence de Gaudí, et puis celle qui est la mieux connue, parce qu'elle a cette histoire incroyable que de n'être toujours pas achevée de nos jours et de se poursuivre aujourd'hui. Gaudí, il travaille tout au long de sa carrière, des années 1880 jusqu'à sa mort. À partir de 1910, à peu près, il ne travaille que pour la Sagrada Familia. Donc il y a une forme on peut dire de fermeture autour de ce projet de la Sagrada Familia, mais qui en même temps est certainement pour Gaudí une ouverture intérieure extraordinaire de pouvoir se concentrer sur ce qu'il considère comme son grand œuvre. Et Gaudí a peu écrit pour expliquer sa démarche, mais il écrit un texte l'année où il reçoit son diplôme de l'école d'architecture, et il parle de cette grande église, qu'il appelle aussi parfois le temple avec un T majuscule, et on lit bien dans ce texte dans lequel il y a plusieurs thématiques abordées, mais on sent bien que pour lui, le morceau d'architecture par excellence, l'œuvre d'architecture par excellence, c'est cette grande église. Et donc, toute sa vie, il va nourrir ce projet vers lequel il souhaite avancer. Mais qu'est-ce qu'il met dedans ? Parce que Juan José Lahuerta, qu'on entendait tout à l'heure, dit aussi en introduction à l'œuvre de Gaudí dans votre catalogue, dans le catalogue de l'exposition, qu'il n'était pas un personnage mystique, mais politique avant tout. Qu'il y a quelque chose presque d'expiatoire pour lui dans cette Sagrada Familia. Alors, il y a probablement un double phénomène. Il y a une foi personnelle qui est indéniable et qui est à l'œuvre. Et il y a aussi, effectivement, une conviction qui est de l'ordre du social et du politique dans l'importance de la religion catholique à Barcelone comme
actrice de la société barcelonaise. Dans ce cadre-là, il conçoit cette Sagrada Familia aussi comme un lien entre la terre et le ciel, entre le matériel et l'immatériel. Et ça, c'est assez intéressant aussi plastiquement, puisqu'on a effectivement ce phénomène d'accumulation dans le décor. Dali parlait de pompierisme et d'hypermatérialité. Effectivement, il y a une forme d'hypermatérialité dans ce décor sculpté très très présent qui peut provoquer parfois des réactions difficiles de rejet, mais très, très présent. Et tout ça, pour Gaudi, cette surenchère sert finalement son propos, qui est une élévation vers le spirituel et vers une immatérialité qu'on retrouve notamment dans ses conceptions sur la lumière ou sur le son. On voit bien qu'il dématérialise progressivement l'expérience de l'architecture. Gaudi, et vous parlez aussi et vous montrez son atelier qui dit beaucoup aussi et qui en dit long sur l'architecte et l'homme qu'était Gaudi. Le palais du facteur Cheval, où vous allez exposer Jean-Michel Othoniel, a été classé par Malraux, a été admiré par Breton, par Picasso, mais aussi par une certaine Niki de Saint-Phal. Je vous propose qu'on se quitte avec ces mots de Niki de Saint-Phal à propos de Gaudi. À l'âge de 25 ans, j'avais vu Gaudi, qui est mon maître. Et je me suis dit un jour, moi aussi, que c'était vraiment mon destin de faire un jardin de joie, un jardin mythologique, mélangeant la nature et la couleur. 25 années après, je l'ai commencé. Et je pense que c'est un long cheminement pour faire ce jardin qui n'est pas du tout encore fini. Enfin, il reste peut-être 10-15%, mais je garderai toujours 10-15% qui reste. Et ça a été une grande aventure de vivre un peu comme la cathédrale, avec tous les péripéties d'un chantier, les complications, une nouvelle culture, une nouvelle langue à apprendre. C'est très mélangé en matériaux, parce que à la fois c'est un hommage à Gaudi, mais en même temps, les matériaux sont complètement divers. Il y a beaucoup de miroirs, donc beaucoup de réflexions. Et c'est une promenade à travers ces 22 cartes. Elles ont une philosophie et elles ont beaucoup de mystère autour d'elles. Niki de Saint-Phal à propos de son jardin des tarots en 1993, ce témoignage. Merci beaucoup à vous, Élise Dubreuil. Merci. L'exposition consacrée à Gaudi au musée d'Orsay ouvre ses portes cette semaine. Elle est à voir à Paris et ce très beau catalogue avec les éditions Azan est aussi, il est possible de se le procurer pour ceux qui ne passeraient pas par la capitale pour apprendre tout ce qu'il y a à connaître de cet architecte moderniste catalan. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Othoniel, d'être venu nous parler de la figure et de votre Gaudi à vous. Vous serez, quant à vous, au Palais du Facteur Cheval, enfin plutôt votre œuvre, celle que vous avez pensée pour ce lieu, le rêve de l'eau, à partir du 15 mai jusqu'à la fin de l'été au Palais idéal du Facteur Cheval. Merci.